Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du 11 HDF. C'est l'heure des débats, de projection sur cette saison 2025-2026 qui va reprendre très rapidement pour l'Amiens SC avec ce match face à Reims lundi soir. Et puis avec moi, comme d'habitude, Romain Péchon. Comment tu vas, Romain? Ça va Enzo et toi? Très bien, parfait. Pour parler de l'Amiens SC, il fallait évidemment que tu sois là, toi qui suis de très près le club Pierre qui fait encore parler de lui durant cet été, encore un été pas mal animé, mouvementé, avec pas mal de choses à dire du côté de l'Amiens SC. On va parler du mercato, des recrues, des départs aussi, et puis de tout ce qu'on peut attendre de cette saison finalement de l'Amiens SC une fois qu'on aura fait tout ce constat avec, encore une fois, je l'ai dit, beaucoup de choses à dire sur la gestion de l'Amiens SC. Un projet qui, a encore un petit peu plus, c'est encore un petit peu plus, comment dire, appauvri. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Romain, en tout cas, on peut clairement parler d'une politique de rigueur qui a été mise en place du côté de l'ASC avec une masse salariale qui est à la baisse, un salary cap qui a été instauré par Bernard Joannin et le board amiénois, et plus globalement une réduction du nombre de joueurs, beaucoup de départs de cadres. Est-ce que, avec tout ce constat, la saison passée aussi qui a été assez éreintante et qui, même si elle s'est bien finie, si on fait le bilan global, a quand même longtemps flirté, en tout cas on a pu envisager un temps une potentielle lutte pour le maintien pour l'Amiens SC. Est-ce que justement l'Amiens SC peut rester ambitieux malgré tous ces changements et cette baisse de qualité globale au sein de l'effectif notamment? Comment toi tu envisages globalement cette saison pour l'Amiens SC, Romain? Alors, je viens d'aller voir la fameuse fiche Wikipédia d'Omar Daf et j'ai vu en tant que fonction entraîneur magicien. Je pense qu'il faudra au moins ça cette saison pour qu'Amiens demeure ambitieux en Ligue 2. Quand même, Omar Daf, en l'espace d'un an, il a perdu 17 joueurs. C'est pas mal. Dernièrement, il a perdu Louis Mafuta, son meilleur buteur depuis son arrivée au club sur les 2 dernières saisons. Louis Mafuta, c'était quand même 24 buts sur les 2 dernières saisons avec Amiens, donc pas rien. Louis Mafuta, buteur avec Guingamp pour cette première journée. Je regardais au tout début, les gens ont peut-être vu mon œil un petit peu fuir Enzo, mais on enregistre au moment où le match entre Guingamp et Le Mans s'est terminé. Et juste parce que tu n'as pas pu voir Enzo, donc je te précise, Mafuta a marqué pour Guingamp alors qu'il était censé être suspendu, mais en fait il n'était pas suspendu. Et il pensait offrir la victoire à Guingamp au bout du temps additionnel, 90 plus 11, sauf que Le Mans a égalisé 90 plus 12. Le joueur qui égalise pour Le Mans retire son maillot, il prend un carton jaune, et dans la foulée, il fait une faute, il prend un deuxième carton jaune, il se fait expulser. Coup de C'est sifflet fort. final. Donc C'est fort. Gros début de saison 3-3 pour pour Louis le premier match Mafuta. de Ligue 2, ça démarre très fort. Pas sûr que ça démarre aussi fort à la Licorne lundi entre Amiens et Reims, mais sait-on jamais. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais en tout cas, déjà l'an dernier, à pareille époque, on se demandait un petit peu où allait l'Amiens SC, avec beaucoup de départs envisagés, programmés, tout ce ne s'était pas fait. Un recrutement qui avait été assez morne durant tout l'été. Il y avait Crémy Vita qui était là, et progressivement, Nordine Kandil, Mohamed Jawab sont arrivés, plus Elias Dao. Mais Elias Dao, quand il arrive, c'est un jeune joueur qui est censé être la troisième option en attaque derrière Carole et Mafuta. Donc, il avait vraiment fallu attendre les toutes dernières heures pour voir arriver à la fois Mohamed Jawab et Nordine Kandil. Et là, cette année, on repart un petit peu sur la même chose, puisque du côté de Bernard Joannin, tu l'as dit, on a décidé de se séparer des gros salaires. Il reste encore Antoine Léoté, Kylian Keibou, mais Régis Gürtner est parti. Départ quand même très emblématique qui ont dit long sur ce qui est devenu le projet amiénois, de Louis Mafuta. Je l'ai dit, le meilleur buteur du club sur les 2 dernières saisons, qui est parti à Guingamp et qui a un petit peu fait des pieds et des mains pour partir. On vous a un petit peu fait vivre les coulisses de son départ, entre son absence durant les matchs amicaux, l'annonce de son non-voyage à Bastia et ensuite l'officialisation d'un accord avec Guingamp pour un départ à moindre coût. Et surtout, désormais, Amiens, officiellement, puisqu'il y a quand même eu l'arrivée de Paul Bernardoni dans les buts pour succéder à Régis Gürtner, ne donne pas plus de 8 000 € par mois à tous ces joueurs, avec un salary cap pour les nouveaux contrats, à la fois les prolongations et les recrues, les transferts. Donc, un salary cap qui paraît quand même assez bas pour la Ligue 2, puisque du côté d'Amiens, on veut continuer à réduire les dépenses, alors qu'on est quand même un club qui a réalisé pour plus de 70 millions de ventes depuis 2020. Certains clubs de Ligue 2 aimeraient en dire, de Ligue 1, pardon, aimeraient en dire autant. Je pense à Metz, je pense au Havre, je pense à Angers, je pense à Auxerre, qui n'ont pas vendu autant sur la période, mais qui arrivent quand même à vivre, à donner des salaires.
Et Amiens, en dépit de sa officiellement gestion en bon père de famille, doit continuer après année à faire des économies, tout en étant l'un des top 12 clubs français en termes de vente de joueurs depuis 2020. Cherchez l'erreur. Et j'ai bien peur que cette saison soit un petit peu celle de voilà, l'économie de trop, en tout cas pour le plan sportif, parce qu'on a une équipe qui, on parlera tout à l'heure du recrutement et puis pas des cadres restants, mais vraiment est vraiment décimé. Et est-ce que l'AMI SC peut être ambitieux avec une telle politique de rigueur? Je vous laisse nous répondre dans les commentaires. Mais de mon côté, alors faut voir où l'AMI SC, L'ambition, ouais, voilà, où est la où est jauge du degré d'ambition? ça, si c'est le maintien simple, c'est rien d'évident, rien de garanti et il y a un vrai danger, je pense, en tout cas sur le papier. Après, la chance de la MSC cette saison en Ligue 2, c'est d'avoir des concurrents qui aussi subissent de plein fouet quand même le contexte économique du foot français. On parle beaucoup avec on va dire, les candidats au maintien en Ligue 1. Ligue 2, c'est encore pire. Voilà, les clubs sont encore plus impactés. Il y a moins la vitrine Ligue 2 est beaucoup moins simple pour mettre en valeur les actifs et pouvoir les revendre qu'en Ligue 1. On a donc beaucoup de clubs qui sont sur le papier moins armés. On a l'impression quand même que Amiens, même au-delà de Boulogne, qui voilà, est monté super tardivement et qui a évidemment pas encore peut-être un effectif dimensionné Ligue 2, mais même les promus Le Mans, Nancy, on a l'impression aussi que voilà, des clubs comme le Red Star, comme Laval, comme Annecy, comme Rodez peuvent être aussi des candidats au maintien vu leur été. Mais Amiens, je pense aujourd'hui à ranger dans cette caste-là de clubs qui va finir dans le dernier tiers de Ligue 2 et qui en tout cas sur le papier n'est pas armé pour faire mieux et qui voilà, traverser un été, et je parle d'un été, mais je pourrais dire à traverser plusieurs mercatos où ses ambitions à chaque fois étaient un petit peu rognées, un petit peu amputées. Et finalement, petit à petit, ça descend. Et aujourd'hui, l'ambition, c'est pas forcément où la placer, mais on a l'impression qu'on peut pas la placer ailleurs que sur la jauge maintien pour la SC. Bah, totalement. Aujourd'hui, quand tu prends l'effectif, ne serait-ce que défensivement, il y a un cas symbolique. Sébastien Corchia, même si on pouvait penser qu'il était plus sur la fin qu'autre chose, qu'il fallait sans doute l'accompagner, aujourd'hui, il a été remplacé par, Amine Chaban, défenseur central de formation, qu'on fait jouer latéral droit, voire même piston droit par moment, selon le schéma de jeu utilisé, et Nathan Talbot, un jeune joueur très prometteur, mais qui a 0 expérience non plus. À eux 2, ils ont même pas 10 matchs de Ligue 2 et ils sont censés occuper le poste à droite cette saison. En défense centrale, Siaka Bakayoko, il y a encore un an, il était inconnu, c'était à la 4e option au poste et aujourd'hui, il se retrouve à être, titulaire, indiscutable, à devenir entre guillemets «le patron» de cette défense et on est obligé de faire reculer Thomas Monconduit à ses côtés, durant la préparation. Alors Aboubacar Loh vient d'arriver de Metz, mais c'est pareil, c'est un défenseur central. Quand on regarde de près, on nous dit il a joué en Ligue 1, en Ligue 2 avec Metz, etc. Bon, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 avec Metz. Il a joué en fin de saison dernière lorsque Traoré commençait à être un peu fatigué, l'ancien joueur d'Angers. Mais il n'y a pas non plus des références folles. Et on repart avec ces deux-là et on n'a pas réellement de doublure aujourd'hui. Et au poste de latéral gauche, on a perdu Rémi Vita, en fait, Amiens, sur sa défense type du début de saison dernière, qui était Corchia, Uroguidé, Fofana, Vita. Les quatre sont plus là aujourd'hui. Et quand Alors, on prend j'étais Gartner. certains des remplaçants, et on rajoute Gürtner dans les buts, et quand on prend les remplaçants en cours de saison qui étaient Abdelhamid Aïd Boudlal et Mohamed Jawab, les deux ne sont plus là non plus aujourd'hui. Donc en fait, sur les 6 défenseurs qui ont eu le plus de temps de jeu la saison dernière à Amiens, les 6 ne sont plus là aujourd'hui. On repart avec des gamins, des joueurs qui jouent pas à leur poste. Je pense à Apia également, qui est censé arriver pour jouer latéral gauche. Il est latéral gauche depuis le mois de février. Avant ça, sa carrière, c'était la carrière d'un ailier assez neutre, pour ne pas dire quelconque, incapable de marquer des buts et de faire des passes décisives, qui avait été recruté très cher à l'époque en Espagne pour 9 millions d'euros, qui est un joueur prometteur, mais qui depuis a enchaîné les prêts infructueux les uns après les autres et qui sort effectivement d'un trimestre plutôt encourageant au Portugal où il a été reconverti latéral gauche. Et aujourd'hui, c'est censé être le latéral gauche en puissance de la MSC. Alors déjà, latéral gauche ou piston gauche? Parce qu'Omar Daf lui-même ne sait pas trop quel schéma de jeu il va pouvoir utiliser, vu qu'il a à droite un défenseur central de formation et à gauche un ailier droit de formation reculé latéral gauche. Et en réalité, en joueurs expérimentés qui connaissent le championnat aujourd'hui, il reste Antoine Léoté, Kylian Keibou, Thomas Monconduit, Victor Lobry. C'est un peu léger, je trouve, pour une équipe qui veut avoir des ambitions. On peut rajouter Paul Bernardoni qui vient d'arriver, mais qui est un joueur, voilà,
qui est aussi un petit peu à la relance, même s'il sort d'une saison à Yverdon qui est plutôt individuellement encourageante, mais après un passage en Turquie difficile, après une descente avec Saint-Etienne. Voilà, on reste avec un flou artistique sur ce projet-là. On ne sait vraiment pas ce qu'Amiens peut viser cette année, hormis un maintien. Hormis le maintien avec cet effectif-là, je ne vois pas beaucoup d'effectifs sur le papier qui sont aussi faibles que celui de l'Amiens SC, ou en tout cas qui apportent aussi peu de garanties à tous les postes que celui de l'Amiens SC. Ouais, on est d'accord. Et tu parlais d'Omar Daf. Bon courage à Omar Daf pour pouvoir construire une équipe, bâtir une équipe qui a le niveau pour lutter, rivaliser en Ligue 2, mais même ne serait-ce, on en parlait, que pour se maintenir, parce qu'il n'y a aucune garantie désormais que l'Amiens SC puisse être au niveau pour se maintenir à l'issue de la saison, même si on l'a dit, il y a beaucoup de prétendants et qu'on n'est pas là non plus pour tirer sur l'ambulance et dire que forcément l'Amiens SC, dans un an, évoluera en national, mais c'est une vraie perspective à envisager potentiellement. Débat suivant, justement, t'en parlais de la perte de Régis Gertner, et je vous renvoie aussi vers le site du 11 HDF où vous voyez beaucoup d'articles qui couvrent l'Amiens SC, toute l'actualité, tout ce qui est dit aussi par les acteurs. Il y a un nouvel acteur qui est arrivé du côté de l'Amiens SC qui a été plutôt bien accueilli par les supporters, notamment parce que c'est quand même un vrai nom qui arrive du côté d'Amiens pour remplacer Régis Gertner. C'était le gros départ peut-être de cet été du côté de l'Amiens SC. La légende qui quitte le club, qui était encore l'un des meilleurs amiénois la saison passée. Comment remplacer Régis Gertner? La direction amiénoise a misé sur Paul Bernardoni, ancien grand talent, grand espoir peut-être au but dans les sélections de jeunes en équipe de France. En tout cas, il était titulaire. Il n'a pas forcément réalisé tout son potentiel, mais ça reste un gardien certainement d'un bon niveau pour la Ligue 2 et pour Amiens. Est-ce que, selon toi, c'est le profil idoine, le profil idéal pour remplacer Régis Gertner, 10 ans de moins, 28 ans pour Paul Bernardoni, un vécu un petit peu plus international, mais est-ce que finalement on a les mêmes garanties qu'avec un Régis Gertner aussi, quand bien même l'âge commençait quand même à bien avancer? Difficile à dire. Moi, j'ai un double problème dans ce dossier, c'est qu'au printemps dernier, on se posait des questions sur l'avenir de Régis Gertner. Il y avait notamment eu cette erreur de relance. C'est un match que tu avais couvert, je ne sais plus si c'était Ajaccio ou Bastia, où il offre un but à l'adversaire, c'était Ajaccio, je crois. Et on se questionne à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas tourner la page Régis Gertner à un moment donné? Je me rappelle très bien de ce que je disais à ce moment-là. Je fais le problème connaissant ce club, c'est que le club devrait être proactif dans ce dossier. Devrait à un moment donné dire on tourne la page, c'est fini et on prépare la suite. Et on anticipe. On anticipe. Et le problème, c'est qu'en réalité, Amiens a subi dans ce dossier-là et c'est Régis Gertner qui a décidé d'aller voir ailleurs parce que la proposition de salaire qui lui était faite était encore à la baisse année après année, parce que la considération qu'il pensait mériter, il ne l'a pas eu, parce qu'il a eu la perspective d'aller en Ligue 1 alors qu'il nous avait toujours dit qu'il voulait rester numéro 1, qu'il voulait jouer jusqu'à 40 ans, etc. Bon, là, il a une année de contrat à Lens en tant que numéro 2 et il a préféré ça plutôt que de rester à Amiens. Je trouve que ce choix-là on dit vraiment long sur ce qui est devenu le club aujourd'hui, même auprès d'un acteur comme Régis Gertner qui était là depuis toujours presque. On a le sentiment, il est arrivé en même temps que moi, Régis Gertner. On arrive tous les deux en 2015 à Amiens, moi pour couvrir le club, lui pour couvrir les buts. Pas tout à fait le même rôle, pas tout à fait la même importance, mais en gros, il faisait partie des meubles. Et à un moment donné, du côté d'Amiens, je pense qu'on a trop cru que c'était acquis, Régis Gertner, notamment parce qu'il y avait des impératifs personnels qui facilitaient pas un départ, une mobilité, quoi que ce soit, sauf que sa vie privée, ça a changé, sa femme a déménagé, donc il avait plus forcément les mêmes attaches, son ex-femme, pardon, donc il avait plus forcément les mêmes attaches obligatoires à rester à Amiens, et il a décidé d'aller voir ailleurs, et ça se comprend, sauf qu'Amiens s'est retrouvé le bec dans l'eau, puisqu'Amiens a cru jusqu'au bout que Régis Gertner allait activer l'option qu'il avait pour rester un an de plus, et qu'on n'allait pas avoir de gardien à chercher. Et à partir de là, c'était le grand flou, en fait. À partir de là, du côté d'Amiens, on a cherché un gardien, on a rattrapé par le callback Alexis Sauvage, qui avait une offre à Bordeaux, qui était attendue à Bordeaux 24 heures plus tard, qui était censé arriver à Bordeaux en tant que numéro 1. Je rappelle qu'à Bordeaux, c'est John Williams qui fait le recrutement, comme à Amiens, bref. Pas de souci, vous inquiétez pas. Cet homme-là sait faire plusieurs choses à la fois, il le fait bien des deux côtés, il n'y a pas de problème. Et là, Alexis Sauvage arrive et Omar Daf lui-même apprend qu'Alexis Sauvage prolonge en voyant Alexis Sauvage dans les couloirs du club avec un maillot sur l'épaule, et c'est Alexis Sauvage qui vient lui dire je reste coach.
Voilà à quoi ressemblait la gestion de ce dossier et on le questionne et il ne sait pas si Alexis Sauvage reste pour rester numéro 1, numéro 2 parce que sa direction ne lui a rien dit en fait, Omar Daf à ce moment-là. Et finalement, on apprend très vite qu'Amiens cherche un numéro 1, des gardiens sont proposés, on prospecte un peu du côté d'Amiens et en fait, on fait Paul Bernardoni, j'ai envie de dire, dans la plus pure tradition de ce que fait l'Amiens SC, c'est-à-dire tenter des coups, tenter de relancer un joueur. Alors oui, on dit, il sort d'une saison où il était numéro 1 en Suisse du côté d'Yverdon, bon, avec une descente de plus à son actif, le pauvre, est vraiment pas gâté depuis le début de sa carrière avec le nombre de descentes qu'il a pu connaître. Mais en réalité, on s'est dit, c'est un nom qui va rassurer tout le monde. C'est un nom qui parle, quand bien même ça fait 4, 5 ou 6 ans que la hype Bernardoni était réellement là. Et ça suffira à faire oublier Régis Gürtner. Pourquoi pas? Mais moi, j'attendais avec l'arrivée du successeur de Régis Gürtner qu'on franchisse un cap également en termes de profil de gardien, qu'on ait un gardien plus moderne, qui permette d'avoir un petit peu plus d'assurance dans le jeu au pied, c'est pas là où Paul Bernardoni est le plus réputé. J'ai l'impression qu'on a recruté l'équivalent de Régis Gürtner avec 10 ans de moins. Alors c'est bien, 10 ans de moins, ça nous laisse une perspective d'avenir, mais en réalité, j'ai pas l'impression qu'on a réellement fait un choix de profil de gardien. On a été sur un gardien qu'on pouvait faire, un gardien qui était un nom, un gardien qui allait parler au grand public, qui allait rassurer la masse et qu'on a fait ce profil-là pour ces raisons-là, mais pas forcément pour des raisons purement techniques. Je dis pas que Paul Bernardoni est un mauvais gardien, c'est un gardien qui a des qualités, mais je suis pas persuadé que ça nous offre des garanties d'un progrès par rapport à Régis Gürtner et surtout, il va y avoir une grosse alors c'est un gardien, tu l'as dit, qui a du vécu, qui était international espoir, des choses comme ça. Est-ce que la succession de Régis Gürtner va lui faire peur? Ce qui est certain, c'est que comme ce choix-là, Amiens l'a plus subi qu'autre chose, très vite, il va y avoir les comparaisons avec Régis Gürtner. La première bourde, on dira, Gürtner, il aurait arrêté. La première période où il sera un peu moins performant, il dira: «Ah, c'était pas comme ça avec Gürtner» et cetera et cetera. Il va devoir vivre avec cette ombre-là aussi. Ce qui me rassure, du coup, c'est que c'est un gardien qui a 28 ans, qui a du vécu, qui a déjà vécu des choses délicates dans sa carrière, notamment lors de son passage en Turquie, donc qui a le cuir un peu épais. J'aurais été bien plus inquiet si ça avait été un gardien de 22-23 ans qui aurait été lancé dans le grand bain avec ce lourd héritage à assumer. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que Paul Bernardoni, ça va être une réussite. Je pense que c'est sans doute le moins mauvais choix que pouvait faire Amiens, mais c'est un choix contraint qu'a dû faire Amiens et les choix contraints, c'est jamais rassurant, je trouve, parce qu'Amiens a encore été dans ce dossier-là, comme très souvent, en réaction et non pas dans l'action. Moi, je fais partie des rares qui pensaient qu'il fallait à un moment donné tourner la page, Gürtner, qu'il fallait passer à autre chose. Sauf que c'est pas Amiens qui a fait ce choix-là, c'est Gürtner qui a fait le choix. Et Amiens, derrière, a dû, comme avec Christophe Pélissier en 2019 lors de son départ, a passé quasiment un mois à lui trouver un successeur et ça n'a pas été évident. Ouais, et c'est, tu l'as dit, peut-être le moins mauvais choix possible et en tout cas par rapport à d'autres recrues dont on va parler, c'est peut-être la s en tout cas celle qui t'offre le plus certitude de niveau de performance et s'il faut quand même, s'il y a bien une recrue à louer peut-être dans ce mercato estival amiénois, c'est celle de Paul Bernardoni par rapport à d'autres paris. On va en parler justement sur d'autres postes. Qu'est-ce qu'il faut penser finalement de ce mercato, de ce recrutement estival qui, bon, on a eu Paul Bernardoni qui, tu l'as dit, par rapport à Régis Gürtner, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, on a l'impression que c'est plutôt positif et encore, on n'a pas, tu l'as dit, encore de certitude. Par contre, sur les autres postes, on a perdu, tu l'as dit, des Sébastien Corchia, des Louis Mafuta. On n'a toujours pas de vraiment neuf référencés dans cette équipe. Il faudra attendre la suite du mercato. Arvin Apia est arrivé, Teddy Averlan est arrivé, Aboubacar Lo aussi en défense sont arrivés. C'est des recrues et des joueurs un petit peu moins référencés que Paul Bernardoni, qui offrent un petit peu moins de certitude. On a quand même l'impression qu'on est sur un mercato jusqu'au 9 août, au moment où on enregistre, qui est loin d'être terminé, qui est loin d'être avancé, qui est loin tout simplement d'être conclu. Et voilà, un mercato où on n'est pas du tout sur un recrutement qui est terminé et qui offre des certitudes, des garanties. Toi, comment tu jugerais ce mercato, Romain? Je pense qu'on est d'accord sur le fait de se dire que c'est loin d'être terminé, qu'il y a encore énormément de manques. Justement, qu'est-ce que tu en penses et quel manque tu ciblerais, toi, dans cet effectif amiénois aujourd'hui? Je parle évidemment du poste de numéro 9 après la vente de Louis Mafuta, c'est certainement pas le seul.
Non, mais tu as 4 heures devant toi? Parce que s'il faut cibler tous les manques de l'effectif actuel de la MSC, ça va durer un bon moment. Je pense que Bah, Bardaf, ouais, se gratte le peu de cheveux malheureusement qui lui reste parce que c'est compliqué là, ce qui lui est proposé sur le papier. Parce que même, je le disais, et tu en as parlé avec Arvin Apia, mais même les recrues sont en loi d'offrir des garanties, ne serait-ce que sur leur position, leur c'est poste. ça. Arvin Apia, c'est un ailier de formation, c'est pas un latéral comme il est attendu du côté de la MSC. On parlera aussi de la responsabilisation, peut-être de la surresponsabilisation des jeunes juste après. Mais si on se focalise sur le recrutement, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de paris, pas forcément en plus les plus ambitieux, et bon, des ventes et des départs qui sont très plombants, et tout simplement un effectif qui a encore une fois grandement perdu en qualité durant cet été. En fait, tu parlais des cheveux, ils se triturent la barbichette au Mardaf à Ça, longueur de journée, je pense, en cherchant les bonnes idées. Non, bah, il faut, alors, dans l'idéal, selon moi, il manque un latéral gauche, parce que le seul Arvin Apia, ça peut être une option, mais et puis je connais la direction d'Amiens, c'est-à-dire que si demain Antoine Léoté est vendu, on nous dira, bah, finalement Arvin Apia, on ne l'a pas recruté pour jouer latéral gauche, mais on l'a recruté pour jouer ailier, donc il pourra remplacer Antoine Léoté. Je connais par cœur ce club, je sais comment il fonctionne. Donc il faut un latéral gauche. Tiens, Vincent Burlet à Lille, il cherche du temps de jeu, ce serait pas une bonne idée? Euh, je continue de penser qu'il manque un vrai latéral droit, titulaire dans cette équipe. Ousmane Touré cherche pas du tout. On va faire une passerelle avec Lille. Non, mais pour moi, il manque 3 joueurs derrière. Il manque un défenseur central, il manque un latéral droit, un latéral gauche. Je sais très bien que parmi les 3 que je viens de te dire, s'il y en a un seul des 3 qui arrive, ça sera très bien. Visiblement, du côté d'Amiens, on veut continuer avec le duo Talbot-Chaban à droite. Pour moi, c'est de la pure folie, mais pourquoi pas. Donc, il faut un défenseur central. Je pense que c'est ce qui viendra. L'eau est arrivée, mais visiblement, on pense à un deuxième défenseur central. Est-ce que ça veut dire qu'on va jouer à 3 toute la saison? Interrogation là-dessus. Mardaf nous disait en pleine préparation, notre schéma de jeu, c'est très clair. On joue en 4-2-3-1, c'est comme ça. Et le dernier match de préparation contre Bastia, il a joué en 5-4-1. Donc, bon, Et où va-t-on? Monconduit et Caillebon ont été beaucoup utilisés aussi en dépannage à ce poste-là, mais encore une fois en Exactement. dépannage. Dans le cœur du jeu, en l'état actuel, bon conduit, Keibou, Lobry, Junior Fofana. Bon, tu as 4 joueurs pour 2 postes, sauf si mon conduit et Keibou doivent faire toute la saison défense centrale. Faudra dire à Bernard Joannin que c'est pas parce qu'on peut jouer à 2 postes qu'on joue en même temps aux 2 postes. Donc, ils peuvent pas compter à la fois au milieu et en défense, les deux. Ils peuvent pas jouer à la fois milieu et défenseur. Donc, si on recrute un défenseur central, je pense que ces 4-là au milieu, ça tient la route. Devant, il faut un numéro 9, c'est impératif. Louis Mafuta est parti, on ne va pas faire la saison avec Yanis Ravi, quand bien même il a mis 20 buts l'année dernière en équipe réserve titulaire. C'est pas possible, c'est inconcevable. Il faut un numéro 9 et il faut un ailier avant même le départ d'Antoine Léoté, parce que je rappelle qu'on va nous dire que Teddy Averland est arrivé, très bien, mais il manquait déjà du monde à ce poste-là, et en plus de ça, on a perdu Malik Mbaye, qui n'est pas resté, qui lui aussi jouait à la fois ailier gauche et attaquant en fin de saison dernière, palliant Louis Mafuta durant sa suspension. Donc il faut à minima 5 joueurs d'ici la fin du mercato. Du côté d'Amiens, on pense uniquement en faire un ou deux, un attaquant et un défenseur central et rideau. Sachant qu'il manque de la qualité, de la quantité, de l'expérience, du vécu, du leadership. Il manque beaucoup d'ingrédients quand même. Ouais, ouais, c'est inquiétant et finalement la question, en fait, c'est une double question. Il y a, de notre avis, quel manque reste à combler, et de l'avis de la direction, quels manques vont être comblés, et c'est totalement différent, et c'est un petit peu là que tout se joue avec la MSC. C'est pour ça aussi qu'on a pu être peut-être en début de vidéo un petit peu inquiet, préoccupé, voire même un peu plus pour le maintien, parce qu'on sait que le mercato, il y a des départs encore qui n'ont pas été actés. Tu parlais d'Antoine Léoté notamment, mais ces départs-là vont forcément induire une baisse de qualité dans l'effectif, parce qu'on sait très bien que le remplaçant sera pas, s'il y en a un déjà, mais sera pas de la qualité de celui qui est parti. C'est un petit peu tout le débat aujourd'hui avec l'AMI SC et Bernard Bah, Joinin. difficile d'avoir un joueur en payant 8 000 € par mois, difficile. Alors c'est possible parfois, tu as de bonnes surprises, mais d'avoir l'équivalent d'un joueur qui est payé plus de 30 000 € aujourd'hui. C'est ça. À un moment donné, si le joueur est payé plus de Dramatique. 30 000 €, c'est qu'il a une certaine valeur. En tout cas, tu l'as valorisé comme ça. Si tu vas chercher un joueur qui gagne 8 000 ou moins de 8 000 € aujourd'hui, si tu arrives à trouver la même qualité, ça veut soit dire que tu as payé trop cher, celui qui t'a payé 30 000 € pendant des mois et des mois, soit que tu as fait un excellent coup avec celui que tu as récupéré à 8 000. Bon,
peut pas dire que dernièrement, Amiens ait fait des super coups avec des joueurs de ce profil-là, donc j'en suis pas persuadé. Et pour clore ce débat, il y a la réalité, celle qu'on voit tous avec nos yeux, avec nos lunettes tous les deux, et d'autres supporters aussi. Puis il y a la réalité parallèle des dirigeants de l'Amiens SC qui semblent vivre dans un autre monde que nous et qui pensent que saison après saison, on peut détruire cet effectif, on peut poursuivre l'entreprise de démolition de ce club et penser que l'entraîneur va continuer à faire des miracles saison après saison et qu'on va s'en sortir avec des moyens toujours plus limités. Il y a bien un moment donné où ce modèle va se casser la gueule et on a tous peur que ça soit cette année. Tout en mettant en valeur la formation et en se disant que les jeunes qui ont gagné des championnats U17, U19, en tout cas qui ont été très bons dans ces catégories-là, sont prêts aujourd'hui pour la Ligue 2. Et est-ce que justement, c'est notre débat suivant, mais est-ce que cette jeunesse a le niveau pour s'affirmer dès cette saison à ce niveau-là? On sait que sur les dernières années, de plus en plus de jeunes sont responsabilisés et peut-être surresponsabilisés, surexposés aujourd'hui au vu du contexte, de la qualité d'effectifs. Et on parle souvent de la nécessité aussi d'avoir des cadres pour encadrer ces jeunes, pour ne pas trop les responsabiliser, pour qu'ils puissent se développer sainement et tout simplement avoir un développement logique, normal, habituel, pas qu'ils soient propulsés dans un contexte Ligue 2 aussi compliqué que celui de l'Amiens SC dès qu'ils ont 17, 18, 19 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, Romain, ces jeunes-là dont tu parlais, on en parlait en défense, mais aussi en attaque avec Yanis Rafi, au milieu avec peut-être Junior Fofana qui est plus expérimenté, mais peut-être un McTartin, un Injay qui sont plus jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces jeunes-là dont on parle, ils sont une petite dizaine, sont prêts, selon toi, pour s'affirmer en Ligue 2, ou alors c'est vraiment un choix qui est contraint par le contexte et que c'est vraiment des choix par défaut, que malheureusement pour eux, et c'est presque logique, ils ne sont pas encore prêts aujourd'hui pour être responsabilisés à cette hauteur en Ligue 2? C'est un pari méga risqué, je trouve. La jeunesse, champion U17, etc. C'est génial, hein, mais je suis désolé, c'est pas le même football entre les équipes U19, U17 et le football professionnel qu'on a derrière, qui plus est en Ligue 2, qui est un championnat vraiment pas facile pour les jeunes joueurs. L'an dernier, on en a quand même vu beaucoup, vu que l'effectif avait déjà été déstructuré au fil de la saison. Et il y a pas beaucoup de jeunes joueurs qui ont vraiment crevé l'écran non plus. Faut voir aussi le contexte dans lequel certains ont été utilisés par moment. Siaka Bakayoko est entre nous là. La meilleure période de Siaka Bakayoko la saison dernière, c'est quand il joue à côté de Mamadou Fofana, un patron, un joueur expérimenté, capable de le driver, qui connaît le championnat, de l'entourer. Cette année, Siaka Bakayoko, il a le droit de progresser, c'est un jeune joueur, hein, mais attention à ne pas aller trop vite en besogne, attention à ne pas cramer les joueurs. Cette année, il est censé, limite, comme je le disais, prendre le leadership de la défense. En tout cas, être un titulaire indiscutable, installé, et aussi parce que c'est un joueur sur lequel on projette du trading, une vente avec plus-value à court, moyen terme. Donc, on est toujours dans cette réflexion-là. On en parlait avec d'autres clubs, le raisonnement entre l'économique et le sportif, l'équilibre entre le trading et la construction d'un effectif avec des joueurs qui apportent de la stabilité, de la solidité. Du côté d'Amiens, cette année, on a complètement basculé la balance du côté des jeunes joueurs. Pour des raisons économiques, c'est ce qu'on nous dit, parce qu'il faut réduire les salaires, parce qu'on ne veut plus donner des gros salaires à des joueurs moyens, etc. Pourquoi pas? Mais aussi pour des raisons de trading qui ne sont pas complètement assumées, dans le sens où on se dit, dernièrement, on a vendu Georges Nikena tel prix, Kassoum Ouattara tel prix, Elias Dao tel prix, etc. Donc on va continuer comme ça. Ben, on en parlait avec Lance dans une autre émission. Hein, on valorise les jeunes joueurs, on valorise sa formation. Si on a autour d'eux un socle qui tient la route, un socle avec des joueurs expérimentés qui vont mettre en valeur ces joueurs-là, qui vont les mettre en lumière, qui vont bien les entourer, qui vont permettre de ressortir que les qualités de ces jeunes joueurs. Aujourd'hui, Junior Fofana, c'est pareil, il a fait toute la préparation en tant que titulaire. Pas de souci, il montre de bonnes choses. Mais j'oublie pas qu'il y a un an, Junior Fofana, il revient des croisés et il est tout proche d'être prêté en national. Et qu'on se demande même si, à un moment donné, on ne va pas arrêter l'aventure avec lui. Puis finalement, il joue parce que Keibou est blessé, parce que Lobry et Monconduit rendent service Monconduit en défense centrale. Lobry, on l'a eu parce que Omar Daf a fait un forcing pas possible au mois de janvier pour l'avoir, sinon il n'était pas là. Et Julien Fofana termine la saison titulaire, mais par un concours de circonstances incroyable. Et effectivement, il a montré de bonnes choses. Il a marqué contre Metz, mais sur une période très très courte, sur un échantillon de match très très court. Et sur cet échantillon de match très court, on a considéré que cette année, il pouvait passer du 5e homme au milieu de terrain, ce qui était le cas en tout début de saison l'an dernier, parce que je rappelle que devant lui, il y avait Owen Gen, il y avait Franck Boya notamment, il y avait Kylian Keibou, voire Ryan Mutin. Et
à limite être un titulaire potentiel en puissance chaque week-end sans que ça pose de problème sur un échantillon de match très court en fin de saison. Yanis Rafi va démarrer dans la peau du titulaire parce qu'on n'a pas remplacé Louis Mafuta, qui soi-disant était suspendu, mais qui n'était pas suspendu, parce qu'il a marqué avec Guingamp, on l'a dit. Donc là encore, du côté d'Amiens, on s'est visiblement mêlé les pinceaux sur le règlement, où on a essayé de jouer un bluff énormissime en sortant Mafuta contre Reims. Il était resté en mode, bah non, il n'est pas suspendu, surprise, il est là. Enfin bref. Et je trouve qu'on prend un risque fou avec les gamins. Et pour moi, le cas le plus symbolique, je l'ai dit tout à l'heure, et je me répète sur ce dossier-là, parce que moi, ça me choque et ça m'inquiète, c'est le poste de latéral droit où Amin Chaban est propulsé titulaire alors que c'est pas son poste, et où la seule solution, si Amin Chaban ne fait pas l'affaire, c'est Nathan Talbot. Et le risque, c'est qu'on crame les deux jeunes comme on avait cramé lors de la saison de la descente Ligue 2, Ligue 1, où on pouvait encore avoir des circonstances atténuantes, où on a cramé un Nathan Monzango en le faisant trop jouer trop vite. Et aujourd'hui, Nathan Monzango est joué en national et il n'a pas eu la trajectoire qu'on imaginait. On a cramé un Darrell Tokpa à la pointe de l'attaque qui, à un moment donné, était titulaire également. Et j'ai l'impression qu'on va refaire les mêmes erreurs, sauf que là, on n'a pas Alexis Blin, on n'a pas Régis Gertner, on n'a pas Mola Wagué, on n'a pas Nicolas Sopoku. Donc, moi, j'ai très peur pour ces jeunes-là qui sont envoyés au feu, qui sont contents d'avoir du temps de jeu, qui sont contents de jouer. Mais par contre, quand les mauvais résultats vont s'enchaîner au cœur de l'automne, de l'hiver, si c'est le cas, comment ces jeunes-là, sans expérience, vont pouvoir passer au-dessus des déconvenus? Comment ces jeunes-là vont pouvoir se remettre en question au quotidien s'il n'y a pas de concurrence pour certains, s'ils sont assurés de leur poste? Et je m'inquiète aussi pour les cadres qui ont une émulation au quotidien à l'entraînement. Je pense à des Léoté, à des Keibou. Leurs concurrents ou les gens contre qui ils s'entraînent, ils sont d'un niveau bien plus faible que ce qu'ils rencontrent chaque week-end. Comment faire pour travailler? Comment faire pour avoir une vraie émulation au quotidien? Bon courage, hein. Ouais, on en parlera des cadres, mais sur cette jeunesse, tu en parlais, on en parlait aussi avec le RC Lens. L'important, c'est le socle de cadres autour d'eux pour les déresponsabiliser, les faire grandir sainement à leur rythme. Et on a l'impression que le gros problème aujourd'hui du côté de cet Amiens SC, c'est l'équilibre. L'équilibre des âges. La pyramide penche beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Et je suis allé vérifier. Aujourd'hui, l'effectif de l'Amiens SC, c'est le 3e plus jeune de Ligue 2. 24 ans de moyenne d'âge. Ce qui est plus jeune, c'est Rodez, 23,7, mais avec un effectif beaucoup plus complet, avec surtout des joueurs qui ont 23, 24 ans, qui sont surtout dans cette range-là, et qui n'ont pas 19, 20 ans et qui sont titularisés, en tout cas avec un statut de titulaire. Et puis Reims, qui a 23,9 ans de moyenne d'âge, mais qui a une équipe beaucoup mieux armée qu'Amiens, qui met en valeur sa formation avec des cadres beaucoup plus expérimentés, qui n'est pas du tout dans le même contexte. Donc on voit que c'est un petit peu une sorte d'ovni dans cette gestion ultra jeune forcée, en tout cas voulu, décidé, mais pas forcément pour les bonnes raisons du côté de l'Amiens SC. Ça peut poser question. Ça peut poser aussi question pour les cadres restants, j'ai envie de dire les rescapés, les survivants de cette grande saignée du côté des cadres de l'Amiens SC, Keibou, Candil, Léoté, Monconduit. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour ces cadres pour différentes raisons? Parce qu'on a une motivation aussi qui peut être fluctuante avec le changement de projet, des départs aussi, notamment Antoine Léoté, qui sont envisageables, des possibles blessures, l'âge qui est avant, je pense à Thomas Monconduit, le niveau aussi de chacun. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour ce très très faible, très restreint socle de cadre qui a été amputé de Corchia, de Gertner, de Mafuta, juste pour parler de cet été? Quel avis tu as là-dessus, toi, Romain? Alors tout de suite, on exclut Victor Lebris parce qu'il est dans une autre dynamique que ces Oui. cadres-là, parce que les 5 cadres qui restent aujourd'hui, qui sont identifiés à Amiens, et encore pour certains, on en fait des cadres très vite, mais c'est Keibou, Candil, Léoté, Monconduit, Lobry. Lobry, pas de souci, on l'a exclu très vite. Les autres, il y a des cas. Antoine Léoté, qui est en photo, par exemple, fin de saison dernière, il nous dit voilà, le moment est peut-être venu de voir autre chose. Il dit: «J'ai l'impression d'avoir tout donné pour Amiens». Fin juin, il est en Chine. Il est en Chine, il est tout proche de s'engager avec un club chinois. Finalement, il fait machine arrière et là, il se retrouve à faire la préparation avec, cette équipe d'Amiens, qui ressemblait déjà à pas grand-chose au tout début de la préparation, qui a perdu Régis Gertner, qui a vu Louis Mafuta partir. Et le pire dans tout ça, je ne sais pas si c'est le pire, mais c'est qu'Antoine Léoté pourrait être le capitaine de cette équipe pour la reprise du championnat lundi contre Reims. Omar Daf continue de ménager le suspense sur l'identité du capitaine qui sera Monconduit, Lobry ou Léoté. Mais visiblement, Léoté pourrait bien avoir le brassard lundi.
Donc, une manière de le récompenser de ses états de service à Amiens, de le responsabiliser, de le garder concerné. Mais tout en sachant qu'Antoine Léoté est toujours en instance de départ. S'il y a un club qui fait une offre intéressante pour lui aujourd'hui à Amiens, il sera libéré. C'est pas un joueur pour lequel on ferme la porte. C'est un joueur à qui il reste 1 an de contrat et qui est à la fin de son cycle avec Amiens. C'est une certitude. Pendant la préparation, c'est que de la préparation. L'état d'esprit sera sans doute pas le même durant les matchs officiels. Mais il y a des moments où on a bien senti qu'Antoine Léoté, c'était difficile de se motiver. J'ai en tête le match contre le Red Star où pendant une demi-heure, il essaye et puis après, on sent bien que il comprend que c'est compliqué, que c'est difficile et sans dire qu'il baisse les bras. Mais on sent pas le même, on n'a pas senti le même supplément d'âme chez Antoine Léoté et ça peut se comprendre. Lui-même sait qu'à tout moment, il peut partir et on veut le responsabiliser dans ce projet aujourd'hui alors que lui-même n'est pas certain d'être un incarnant de ce projet toute la saison. Ça existe également pour Kylian Kaibou, qui visiblement a proposé ses services à Montpellier en début de mercato, qui entre aussi dans sa dernière année de contrat, qui peut également se poser des questions, parce que Antoine Léoté, comme Kylian Kaibou, quand ils arrivent à Amiens, c'est pour un projet haut de tableau de Ligue 2. On leur vend le projet d'une équipe qui joue la montée, qui ne dit pas officiellement jouer la montée, mais qui met tout en ordre de marche pour jouer la montée et qui vise la Ligue 1. Et c'est tous les deux des joueurs dans la deuxième partie de la vingtaine. En tout cas, un petit peu plus pour Léoté qu'un peu plus vieux. Kaibou arrive, il doit avoir 24, 25 ans quand il arrive. Donc aujourd'hui, 26 ans. Mais c'est des joueurs qui espèrent franchir le cap, aller découvrir la Ligue 1 avec Amiens. 2 à 3 ans plus tard, ces deux joueurs-là, aujourd'hui, se retrouvent dans un projet qui ressemble plus à un projet de maintien en Ligue 2, coûte que coûte, quitte à souffrir, et non plus un projet ambitieux qui doit leur permettre d'aller voir plus haut. Donc, on peut comprendre que ces deux joueurs-là se posent des questions, qui plus est quand ils entrent tous les deux dans leur dernière année de contrat et qu'on a très bien compris que pour l'un comme pour l'autre, une prolongation n'est aujourd'hui pas à l'ordre du jour. Qui revient aussi de blessure, qui a été bombardé titulaire en défense centrale sur le dernier match de préparation, sachant qu'il était venu à Amiens pour ne plus jouer en défense centrale. Et que là, en l'état actuel des choses, il va peut-être devoir jouer le pompier de service à un poste qu'il n'aime pas, qu'il n'aime plus, lui qui veut jouer au milieu de terrain. Nordin Candil, on l'a pas cité depuis le début de cette preview, tout simplement parce qu'il est blessé, parce qu'il s'est fait opérer du genou au printemps dernier après la victoire à Clermont et qu'on espérait un retour fin septembre, puis on nous a dit début octobre, puis maintenant on parle de mi-octobre, fin octobre, tout en nous disant qu'il faudra du temps et qu'il sera sans doute pas réellement à son meilleur niveau avant début 2026. Donc il est censé être un cadre, un des rescapés du secteur offensif, et peut-être que en réalité, Nordin Candil, on va pas le voir à un bon niveau avant début 2026. Et dans quelle équipe il reviendra à ce moment-là, quel impact il pourra réellement avoir? La question se pose, et il reste le dernier cas, le cas de Thomas Monconduit, qui va disputer sa dernière saison professionnelle. Il l'a annoncé, qui est revenu en janvier dernier. Thomas Monconduit, capitaine de l'épopée des braqueurs, de la double montée National Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1 entre 2015 et 2017, capitaine lors de la première saison en Ligue 1 avant de rendre le brassard, de donner le brassard à Prince Guano en janvier 2018. Oui, Thomas Monconduit, sur le papier, c'est typiquement les cadres qu'il faut avoir dans une équipe. Mais toujours pareil, Thomas Monconduit joue en défense centrale pour le moment. Il a été en grande difficulté durant la préparation. L'année dernière, sur 3 mois, puisqu'il a commencé réellement à jouer au mois de mars, il a pu rendre des services. Mais est-ce que Thomas Monconduit peut être un cadre qui fait 30 matchs, 25 matchs cette saison? Est-ce qu'il va pouvoir éviter les blessures? Est-ce qu'il va pouvoir avoir le niveau de performance adéquat, escompté pour un cadre, qui plus est s'il ne joue pas à son poste? Ces questions se posent. Thomas Monconduit, la greffe, elle a pris pendant 3 mois sur un one-shot, sur la capacité à un intérim à rendre service, à remplir une mission à court terme. Est-ce qu'il est capable sur une saison d'avoir le même impact? Aujourd'hui, la question se pose. Et ce qui fait que du coup, les 4 cadres que je viens d'évoquer là, que je viens de balayer, entre potentielle envie d'ailleurs, entre lassitude du projet, entre blessures et entre interrogations sur le niveau, c'est quand même 4 des 5 joueurs qui sont censés porter le projet amiénois cette année, qui suscitent de vives interrogations. Et puis, tu en as parlé, mais de tous les cadres dont on a noté le nom, dont on a parlé, il y en a beaucoup qui dépannent à des postes qui ne sont pas les leurs. Et Ouais. la performance, c'est un concept très compliqué à appréhender, à apprivoiser. Mais la base, peut-être, c'est de mettre le joueur, en tout cas le sportif, dans les conditions optimales pour qu'il performe. Et si tes meilleurs joueurs, je pense notamment à Kaibou, à Candil, à Monconduit, sont pas dans des conditions optimales pour eux, pour réussir, pour performer,
comment veux-tu que l'effectif, le collectif qui doit s'inscrire dans la lignée, dans la suite de ces joueurs-là qui sont censés être les cadres, les joueurs les plus forts, les plus performants intrinsèquement, puissent performer collectivement. C'est un bricolage, et c'est pas un tir contre Omar Daf, parce qu'il fait un petit peu ce qu'il peut, il essaie de bricoler, de dépanner à droite à gauche, mais plus un tir sur la construction de l'effectif qui est un petit peu, on peut m'enlever le un petit peu, je pense, mais très balbutiante et très aléatoire, et qui en demande beaucoup au Mardaf. Voilà, c'est ça, assez bancal, et qui en demande beaucoup au Mardaf, qui fait un petit peu avec ce qu'il a. Et tu parlais au tout début d'entraîneur magicien. Il y aura peut-être un miracle aussi cette saison pour que Mardaf réussisse à faire performer cet effectif s'il reste dans cet état, et s'il n'y a pas les manques dont on a parlé qui sont comblés d'ici le 1er septembre. Bon, je pense qu'on a tiré un tableau assez pas pessimiste, parce que je pense qu'il est honnête, mais en tout cas assez peu reluisant de la saison de l'Amiens SC. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez peut-être des ambitions et une projection un petit peu moins négative de la saison de l'Amiens SC. On l'a dit, c'est pas forcément une saison qui sera forcément synonyme de maintien, parce qu'il y a d'autres candidats, d'autres prétendants qui sont eux aussi dans des situations compliquées. Mais l'Amiens SC fait en tout cas pas grand-chose sur ce mercato, sur cet été, pour se sortir de cette caste de prétendants au maintien et à la relégation. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le sujet, le vaste sujet Amiens SC pour cette saison 2025-2026, Romain. Juste, on va s'amuser un petit peu. Il y aura, comme d'habitude, les pronostics détaillés, meilleur buteur, meilleur passeur, classement, révélation, etc. sur le site lundi matin. Et avant ça, il y aura du coup cette preview que vous aurez peut-être vu déjà sur le site dans le week-end ou lundi, et pareil en début de journée, le match de Reims à suivre lundi 20h45 à partir de 20h30 sur l'antenne d'ici Picardie. Le partenariat se poursuit pour ceux qui ont l'habitude de suivre l'Amiens SC. Toute l'actu d'Amiens continue sur le site, bien entendu, cette saison. Et pour conclure, je voulais te proposer un petit classement final d'Amiens, sans aller plus loin sur ce qu'on attend d'eux, parce qu'on l'a bien dressé, mais et tu vois Amiens terminer où, toi, avec un regard un peu plus extérieur que le mien? Ouais. Je l'ai préparé justement pour les pronostics. J'avais mis Amiens barragiste 16e, parce que je vois quand même des promus en national, enfin des promus de national qui sont assez faibles intrinsèquement. Je pense notamment à Boulogne, même si le travail est très bon, même si l'été a été passé pour espérer monter en Ligue 2, je pense que c'est trop faible. Et puis entre Le Mans et Nancy, j'arrive pas trop encore à faire mon choix. Il y a aussi d'autres clubs de Ligue 2, je pense à Rodez, qui sont aussi un petit peu en difficulté. Mais je vois l'Amiens SC, donc, comme j'ai dit, dans cette caste-là, et barragiste. Je pense que c'est une place assez juste, parce qu'il reste quand même de la qualité, des joueurs comme Caibou, Candil, Léoté qui est toujours là, Monconduit, Lobry. C'est peut-être pas des joueurs qu'ont les autres prétendants dont on a parlé, mais ils ont un collectif, un effectif beaucoup plus complet, beaucoup mieux équilibré, raison pour laquelle je mets Amiens à cette place-là, et qui dénote aussi de la course au maintien qui, je pense, durera toute la saison. Même s'il y a un maintien, je pense qu'on verra l'Amiens SC dans cette range-là durant toute la saison. De ton côté, je sais pas si tu as quelque chose de plus optimiste, plus pessimiste. Je sais pas si tu veux garder la surprise pour le papier pronostic, mais je pense que tu es un petit peu de mon avis. Ouais, non, je vais être optimiste, je vais les annoncer 15e. C'est presque plus un souhait qu'un pronostic. J'ai vraiment très peur à l'amorce de cette saison. Alors, on va nous dire qu'on est négatif tous les ans, qu'on est toujours annonciateur de mauvais augure pour l'Amiens SC, mais ça fait quand même 2-3 ans qu'on joue un peu avec le feu, qu'on s'en sort toujours. Parfois, il y a des petits miracles par-ci, par-là. Je trouve quand même qu'on tire énormément sur la corde cette année. En l'état actuel, il reste encore une vingtaine de jours pour que le mercato corrige certains manques. On les a ciblés. Mais j'ai vraiment peur, et j'ai envie de croire, comme tu l'as dit, qu'il y aura peut-être un petit accident industriel comme il y en a un tous les ans en Ligue 2, un Caen, un Valenciennes, Clermont qui n'a pas été loin l'an dernier, qu'après il y a au moins un des promus qui va sauter, et puis après qu'il y aura une des équipes qui a l'habitude de jouer un peu cette deuxième partie de tableau, comme toi Rodez, je pense que c'est pas mal, qui va se retrouver derrière Amiens, et qu'à l'arracher, et Amiens sera largement content d'avoir rempli l'objectif, terminera 15e, évitera la relégation. Mais je pense qu'on va se faire peur très longtemps cette année, et qu'il y aura peut-être des ajustements au mercato de janvier du côté d'Amiens. J'ai l'impression qu'on va y aller comme ça en se disant advienne que pourra, et s'il faut, de toute manière, en janvier, on fera les 3-4 ajustements, on sera prêté des joueurs de Ligue 1 ou de haut tableau de Ligue 2, et puis ça passera.
mais je pense qu'on ne le dit pas officiellement, mais qu'on va prendre le risque de jouer avec le feu encore plus que d'habitude, en se disant, ça passe, ça passe, ça passe, continuons jusqu'au moment où ça passe et au moment où on aura l'impression qu'on est vraiment en danger ou que le feu va consumer toute la maison, là, on fera peut-être les 2-3 petits ajustements pour éviter de sombrer. Mais si on peut éviter de les faire, on les fera pas. Ouais, et ben, on suivra cette perspective tout au long de la saison, évidemment, sur le 11 HDF, que ce soit sur le site ou sur YouTube aussi, on sera là pour parler de la saison de l'AMI SC. N'hésitez pas dans les commentaires à nous donner votre pronostic. On espère quand même que l'ASC va rester en Ligue 2, mais il y a des raisons aussi qui nous poussent à être un petit peu objectifs, honnêtes et à dire que l'AMI SC en tout cas, sera potentiellement en danger pour son maintien cette saison. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à nous donner votre avis là-dessus, sur le mercato aussi, sur le recrutement, les départs, les cadres, la jeunesse, tous les débats dont on a parlé. De notre côté, on se retrouve sur le site et sur la chaîne YouTube. Ciao à tous.